Le dévoreur de mondes. De la chaîne Crips McPasta. J'avais passé les dernières 27 heures à changer d'avion et à poireauter dans des aéroports. J'étais exténué, je n'avais qu'une hâte, prendre une bonne douche et manger enfin quelque chose de décent à l'hôtel. J'étais un universitaire, voyez-vous, professeur de géologie à l'université de Caroline du Nord, pour être précis. L'un des meilleurs dans mon domaine, et pourtant me voilà traîné à l'autre bout de la planète comme un assistant diplômé envoyé faire des courses. Tout ça pour rendre service à un vieil ami. Il m'avait donné à peine quelques bribes d'informations sur ce dans quoi il s'était fourré. Et franchement, j'étais passablement contrarié. Mais j'avais accepté de venir. Je n'avais pas, en revanche, accepté d'être affamé. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. J'étais au Venezuela, engagé par une importante compagnie minière pour effectuer des relevés en vue de localiser des gisements de matériaux précieux. Un contrat de 5 ans payant 6 chiffres par an avec un bonus à la clé pour chaque gros gisement trouvé. Je vivais depuis 18 mois dans un luxe insolent, arrosé de caviar beluga, de grands crus et de femmes exotiques dans ma villa, traité comme un messie par des cadres qui voyaient en moi la clé de trillions de dollars en profit. Et je n'allais pas m'en plaindre. Je dormais profondément dans des draps de soie quand j'ai entendu vibrer mon téléphone portable. J'ai grogné et je l'ai jeté par terre. Il a sonné 3 fois de plus depuis un numéro masqué avant que je daigne répondre. Il m'a fallu toute mon énergie pour soulever la tête de l'oreiller et grogner une salutation. « Quoi ?» Ma bouche sèche a à peine réussi à faire sortir ces mots. « Nom de Dieu, Mel, c'est toi ? Tu as une de ces voix, t'as l'air d'un zombie. » J'ai tout de suite reconnu la voix de mon ancien colocataire. « Tony ? C'est toi ? Attends une seconde, tu veux ? » Je me suis redressé, un instant revigoré, mais j'ai aussitôt regretté ma décision. Ma tête est retombée sur l'oreiller et la pièce tournait. J'ai posé un pied sur le sol en bois glacé pour ralentir les choses. « Malakai, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Comment va Caracas ? » Chaude et bien garnie niveau paysage. J'ai jeté un œil par-dessus mon épaule à la femme qui dormait à mes côtés. Comment s'appelait-elle déjà ? Véronica, Valérie, Chloé ? Non, c'était pas ça. Malakai, j'ai besoin d'un service, un gros. Tu es très lié à ton contrat minier ? Je pouvais entendre l'urgence dans sa voix. Antonio Bolina Cortez était mon meilleur ami depuis 25 ans. On s'était rencontrés à notre première année à UNC et on était restés ensemble jusqu'à la fin du doctorat. Il avait été archéologue au musée d'histoire de Rayleigh, puis était parti faire des fouilles pendant des années. Je n'avais plus la moindre idée de ce qu'il faisait exactement. Je peux me libérer une semaine si c'est nécessaire. Qu'est-ce que t'as trouvé ? On a découvert quelque chose en Irak, Mel. Un truc énorme. Révolutionnaire. Mais j'ai besoin de ton aide pour le confirmer. Tu es le seul homme en qui j'ai confiance pour ce travail, si tu peux obtenir une habilitation de sécurité. Il avait dit ces mots avec une sincérité qui me toucha profondément. Écoute, les Vénézuéliens n'aiment pas trop les Américains en ce moment. Je suis sur une corde raide. Je ne sais pas si ce serait très prudent. On peut te payer un $250 000 en honoraires de consultant, si tu es là d'ici vendredi. Tony avait dit ça d'un ton plat. Je pouvais entendre la déception dans sa voix, mais je n'avais pas la force de discuter. Je fais mes valises. On se voit vendredi, vieux frère. Voilà comment s'est déroulée cette conversation téléphonique. Ce qui suivit fut un déluge sans fin d'emails et d'accords de confidentialité, que je n'hésiterai pas à violer pour le bon prix et quelques verres bien tassés. J'ai été contraint de voler en classe économique, écrasé contre le hublot par une mère de famille qui n'a pas cessé de parler de ses enfants en espagnol avec une autre passagère. J'avais oublié mes écouteurs. Le mal de crâne, lui, n'avait pas oublié de m'accompagner dans l'avion. Quand nous avons atterri à Mexico, j'ai pensé prendre une chambre d'hôtel, mais mon escale ne me le permettait pas. Un retard de 6 heures m'a contraint à rester dans l'avion. Nous avons changé pour un appareil plus grand qui nous a déposés en Allemagne ce soir-là.
2 hommes en uniforme militaire sont venus me chercher, m'ont rudement jeté dans un SUV et m'ont conduit jusqu'à la base aérienne de Ramstein. Là, on m'a embarqué dans un avion cargo de l'US Air Force, sans la moindre forme de cérémonie. Sans alcool, pour calmer mes nerfs, mon anxiété a pris le dessus durant le vol, et j'ai vomi à plusieurs reprises avant de sombrer dans l'épuisement. Nous avons atterri le lendemain matin, en Irak. Le petit déjeuner était absolument affligeant. Un trajet de 40 minutes en voiture m'a mené jusqu'à mon hôtel du soir, une petite installation militaire. Je suis presque tombé de la voiture, tellement j'étais à l'étroit. Un homme grand, mince, aux cheveux noirs, trop gominés, s'est approché. Il portait un costume bleu marine bon marché, une cravate marron et un sourire éclatant aux dents parfaitement droites. Sa peau hâlée sans la moindre imperfection contrastait avec la blancheur de sa chemise. Ses yeux bruns profonds se sont illuminés en me voyant. J'ai tenté de me redresser, mais mon dos et mes genoux ne me l'ont pas permis. Il faisait une chaleur écrasante, mais cela ne semblait pas l'affecter le moins du monde. « Tony, tu aurais pu envoyer une voiture. Et c'est quoi ces billets en classe éco ?» Râle, râle, râle. Regarde-toi, on dirait un vieillard. Tu tombes en ruine. On doit appeler les secours. Le luxe t'a ramolli, Malakai. Le sourire de Tony s'estompa. Ses yeux firent un rapide balayage à gauche puis à droite, avant de revenir sur moi. « Il faut qu'on parle. Mais pas ici, » me dit-il en me tendant une épaisse enveloppe manille. « Lis ça. Repose-toi. Je viens te chercher demain après le petit déjeuner. Garde l'esprit clair, Malakai. Tu as l'air d'avoir trop bu. » Je l'ai écarté d'un geste et lui ai proposé de rester dîner. Il a décliné après une brève hésitation et est reparti dans un pick-up argenté. Je me suis installé dans mes quartiers et trouvé enfin ma douche tant attendue. Un bon dîner, quelques cocktails avec les bouteilles de vodka que j'avais dissimulées dans mes bagages. Je me suis endormi profondément, promettant de commencer la journée du bon pied après une vraie nuit de repos. J'ai mis mon réveil pour 6 heures du matin et bu un dernier verre avant de m'allonger sur le lit encore vêtu de mon costume. Mais à 4h45, je me suis réveillé en sueur froide et j'ai vomi dans la poubelle. Tony m'attendait devant à 9h. Il faisait déjà près de 40 degrés. Il a ri sans relâche en me voyant dans cet état et m'a forcé à boire une bouteille d'eau. Il a demandé si j'avais pris un petit déjeuner, mais je lui ai dit que j'étais barbouillé. J'ai attrapé un muffin et décidé de partir. En sortant, j'ai vu qu'il avait été amené dans un énorme Suburban noir. « Alors, ça te convient, Dr Malakai Andrew Macmillan le troisième ?» Son sarcasme était presque palpable. Chaque syllabe caricaturalement articulée. Je l'ai fixé un moment par-dessus mes lunettes de soleil, puis je les ai réajustées. « Ça ira. » Tony ne parla pas beaucoup. Ses yeux restaient rivés à sa tablette qu'il faisait défiler à toute vitesse. J'ai fini ma bouteille d'eau et regardé autour de l'habitacle du SUV. Pas d'alcool ici, Mel. On est dans un pays musulman, juste de l'eau. Bon, à la limite, il doit y avoir du Pepsi dans le compartiment devant toi. Il n'avait même pas levé les yeux de sa tablette. J'ai ouvert la canette, pris une longue gorgée et collé l'aluminium glacé contre ma tempe. Tony secoua légèrement la tête, mais ne dit rien. Un trajet de 90 minutes nous emmena profondément dans le désert. Le paysage de sable à perte de vue avait quelque chose d'apaisant et atténua un peu ma gueule de bois. Tony quitta la route principale pour un chemin de terre. Nous y sommes. Bienvenue au projet Col Miller. Un gigantesque site de fouilles archéologiques s'étendait devant nous, couvrant au moins 1 kilomètre carré. Le sable avait été dégagé jusqu'à la roche pour permettre l'installation des équipements lourds. Des préfabriqués et des baraquements improvisés s'entassaient contre une paroi de dune à droite de l'entrée. À gauche se dressait la plus grande tente blanche que j'ai jamais vue. Elle ressemblait à un dôme gonflable de stade de football, probablement 100 mètres de large, 15 mètres de haut en son centre. Et juste derrière les structures, une immense fosse avait été creusée. Des colonnes de poussière orange s'élevaient du fond du trou, là où l'équipe s'activait sous terre. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et tu t'attendais à quoi exactement? Pas une villa en bord de mer, mais... Enfin, c'est... rustique. Le sourire penaud de Tony m'irrita sans raison apparente.
Je bus une nouvelle gorgée de Pepsi sans rien dire pendant que la voiture se garait. Les portes principales du bâtiment du bureau s'ouvrirent et la plus belle femme que j'ai jamais vue en sortit. Son uniforme de classe A de l'Air Force était impeccable, mais le pantalon bleu marine sur mesure laissait peu de place à l'imagination. Les décorations militaires ornaient le côté gauche de sa veste. Tony et moi sommes sortis de la voiture et il s'avança pour la saluer à mi-chemin sur le parking. Ils s'enlacèrent brièvement et échangèrent quelques mots chaleureux avant qu'elle ne se tourne vers moi. Je fus immédiatement pétrifié en la voyant. Ses cheveux noirs au reflet auburn étaient tirés en un chignon strict, dégageant la nuque. « Tout va bien, docteur Macmillan ?» La voix de la femme me sortit brutalement de ma transe. Je réalisai qu'elle m'avait déjà parlé plusieurs fois. Quoi ?» Elle fronça les sourcils, visiblement déjà agacée. Pas un bon départ. « Bienvenue en enfer, docteur. Comment s'est passé le vol ?»« Bien. Oui, très bien. Vous êtes ravissante. C'est super, ici. » C'était tout ce que j'avais réussi à articuler. Je crois qu'une partie de mon âme s'est évaporée sur le sol brûlant en cet instant précis. Elle me fixa et je crus entendre sa voix intérieure me traiter de crétin. Tony se prit la tête dans la main et se frotta le front. « Je suis le major Jordan Broadhurst, US Air Force. Veuillez me suivre, messieurs. » Elle tourna les talons et retourna vers les bâtiments tandis que Tony, hilar, me glissait à voix basse. « Très élégant. Franchement, chapeau. » Il scanna son badge d'identification et nous pénétrâmes dans le bâtiment temporaire. « Briefing dans 10 minutes, messieurs. Salle de conférence principale. Docteur Cortez, veillez à ce qu'il ne se perde pas. » Je ne pouvais m'empêcher de la suivre des yeux alors qu'elle disparaissait au fond du couloir. Tony me conduisit à son bureau, spacieux et confortablement meublé. Il s'installa derrière son ordinateur et se connecta. Plusieurs objets étaient éparpillés sur son bureau. Pourquoi l'armée américaine supervise-t-elle un site de fouille? Et pourquoi le gouvernement a-t-il besoin d'un archéologue, bon sang? Et c'est quoi cet officier de l'air aussi canon? Le gouvernement a toujours besoin d'un bon archéologue. J'ai passé une semaine avec l'Arche d'Alliance, tu sais. Tu serais surpris de ce qu'on trouve dans les coins les plus sombres du monde. Il souriait, mais il avait dit ça d'un ton tellement neutre que je ne savais pas s'il plaisantait ou non. Je désignai la statuette difforme de lézard posée sur le coin de son bureau et la pris en main. Une lueur cuivrée décorait son front. À côté, un poignard taillé dans une pierre noire et brillante, probablement de l'obsidienne. Le manche était sculpté avec soin en forme de serpent, visiblement fait en os. Des trophées de village les plus récents, je suppose. Un serpent rat ligoté, ça vient d'où? En la retournant dans ma main, je remarquai qu'elle dégageait une chaleur étrange, comme si elle rayonnait de l'intérieur. Je crus entendre un léger murmure derrière moi, mais mes réflexes étaient trop lents pour le saisir clairement. La faute à la gueule de bois. Récupéré, pas pillé, et honnêtement, je ne suis pas certain de son origine. Sumérien, je crois. C'est une sorte de divinité serpent ailé assez unique. Je l'ai achetée à un marchand bédouin près de la frontière iranienne. Elle émet son propre champ électromagnétique et elle est légèrement radioactive. Il éclata de rire en voyant ma main reposer aussitôt la statuette. T'inquiète, elle est inoffensive, même si elle fait un peu bugger les ordinateurs quand elle s'en approche trop. Il y a une plaque de corbénite sur le front, et aussi dans le manche du poignard. Les yeux du serpent sont faits de copeaux de corbénite. Mon cœur avait failli s'arrêter. On n'avait trouvé que 29 grammes de cette matière sur toute la planète. La corbénite est le conducteur le plus puissant jamais découvert. Malléable mais incroyablement résistante à la chaleur. Ses propriétés sont sans précédent. Pourquoi quelqu'un aurait-il mis ça sur une statue de serpent volant? Elle a des milliers d'années à Malakai. Il ne savait probablement pas ce que c'était. Les glyphes gravés dans la statue sont aussi étranges. Certains sont en cunéiforme, mais d'autres... aucune idée. Je n'en reviens pas. De la corbénite, c'est incroyable. Je fixai la statue avec une révérence toute nouvelle.
Tu n'as pas encore mentionné que c'était toi qui avais découvert la corbénite depuis tout à l'heure? Tu te sens pas bien aujourd'hui? Pensez pas que c'était à moi de me vanter de mes découvertes. Surtout sur ton site. Pour toi d'abord. Ensuite la statue, mais elle a d'autres propriétés étranges. Comme quoi? Elle te chuchote des trucs dans le noir? Libère-moi, nourris-moi, laisse-moi sortir. Ma singerie me fit tellement rire que mon mal de crâne revint aussitôt. Mais Tony, lui, ne rit pas. Il ne souriait pas. Il ne bougeait pas. En fait, on aurait dit qu'il ne respirait même plus. Il me fixait. Le froid dans ses yeux était inhumain. Toute la scène me mit mal à l'aise. Je vis qu'il avait arrêté de consulter sa tablette. Un cliché s'affichait à l'écran. Et il ressemblait à une défense d'éléphant. J'avais envie de lui poser des questions à ce sujet, mais ses yeux plantés dans les miens me firent ravaler mes mots. Finalement, il parla en brisant la tension. « Allez, il est temps que tu vois pourquoi tu es ici. » J'ouvris une autre cadette de Pepsi en entrant dans la salle de conférence. 18 chaises entouraient une grande table en bois face à un écran de projection. Un ordinateur portable reposait à proximité et une tablette était posée devant chaque siège. Je m'affalais devant une chaise rembourrée, la canette à la main et un gobelet de glace sur le front, pendant que Tony discutait avec le major Broadhurst. Elle jetait de temps en temps un regard vers moi, toujours suivi d'un froncement de sourcils, avant de retourner à sa conversation animée. J'avais déjà tout foiré. J'ai embarrassé mon ami et maintenant c'est lui qui trinque. La porte s'ouvrit brusquement et une demi-douzaine d'hommes et de femmes en costume pénétrèrent dans la pièce. Je me redressai et tentai de prendre un air professionnel. Tony tira la chaise voisine et s'assit à côté de moi. Le major saisit une des tablettes. « Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien reposés car aujourd'hui est un grand jour. Le docteur Macmillan est venu tout droit du Venezuela pour nous rejoindre. Il est considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur géologue de la planète. Docteur, avez-vous eu le temps de lire votre dossier ?» J'ouvris la bouche, puis la refermai sans dire un mot. Sa colère me transperça comme une lame glacée. Elle pinça les lèvres, garda son calme et reprit. « Docteur Cortez, mettons le docteur Macmillan à niveau, voulez-vous ?» Tony se redressa et reprit d'une voix égale. Il y a plusieurs mois, un satellite américain survolait cette région à la recherche d'un avion cargo turc qui s'était écrasé dans le désert et sans transpondeur. Le satellite a localisé l'appareil, mais a aussi détecté quelque chose d'inédit. L'unité d'imagerie avancée de l'Air Force a effectué des relevés complémentaires. Les résultats nous ont poussés à construire cette base afin d'établir un site d'opération permanent pour l'étude. Le major Broadhurst est là en tant que liaison américaine auprès du gouvernement irakien et experte en technologie. Elle me jeta un regard. Voilà. Ça vous épargne 3 heures de présentation. Vous êtes à jour maintenant. C'était pas si terrible, dis-je avec un faible sourire. Je balayai la salle du regard, mais personne ne souriait. Je rajustai ma cravate et m'enfonçai un peu plus dans ma chaise. Le major Broadhurst reprit. « Docteur Macmillan, veuillez ouvrir votre tablette. » J'activai l'écran et lançai l'unique fichier disponible. J'ai failli recracher ma gorgée de soda sur l'écran. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le site est immense. La base mesure 402 mètres de long sur 506 mètres de large avec une hauteur de 170 mètres et une superstructure de 30 mètres au sommet pour une hauteur totale de 200 mètres. Pour ceux qui aiment les chiffres, c'est gigantesque. L'objet anormal situé au sommet est enfermé dans une structure qui ressemble à un temple ou un sanctuaire. Il mesure environ 22 mètres de diamètre. Nous pensons que l'anomalie est composée de corbénite. Je suis désolé. La signature électromagnétique est caractéristique. C'est incroyable, vous avez trouvé un gisement du métal le plus rare du système solaire. Et ça autour. Vous savez ce que c'est ? Demandai-je en montrant la structure géométrique décrite, en lui tournant la tablette. Un carré massif avec
une énorme tache noire en son centre. « C'est le plus grand ziggourate jamais découvert, Dr Macmillan. » « C'est impossible. Comment? Qui aurait pu faire ça? » C'est pour cette raison que vous êtes là tous les deux, pour nous aider à comprendre pourquoi l'un des plus anciens édifices connus de l'humanité, perdu sous des siècles de sable, a été bâti autour d'une météorite faite du métal le plus rare du système solaire. Tony se pencha vers moi. « Je t'avais dit de ne pas boire hier soir, Mel. » Je marchais dans un petit couloir à côté de Tony, feuilletant image après image. Incroyable. Juste incroyable. Je pourrais passer des heures à regarder ça. Ou des nuits entières. Elles étaient toutes dans le dossier que je t'ai donné. Les ouvriers sont là depuis 5 mois, à retirer la terre autour du ziggourate. Le site est extrêmement dangereux, et on a déjà essuyé 2 tempêtes de sable depuis le début de la fouille. Le processus est lent, mais la construction est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Quand est-ce que je peux le voir? L'accord bénite, je veux dire. Je me fiche de vos blocs de pierre, les applications sont sans limite. Si cette météorite est massive, elle vaut des dizaines de milliards, peut-être plus si on trouve des acheteurs. Voilà. L'argent. Pas la découverte archéologique. Pas les implications d'un ziggourate gigantesque perdu dans le temps. Construit par une civilisation ancienne. Non. L'argent. Je lançai un regard d'excuse à Tony. Il détourna les yeux et soupira. On peut y aller maintenant. Mais il faut que tu changes de veste. Celle-ci ne survivra pas à la chaleur, mon ami. Il doit y avoir des vêtements de rechange dans le vestiaire, juste là. La pyramide. C'est pour ça qu'on t'a arraché à tes cailloux au Venezuela? Ziggourate, pas pyramide. Ce sont 2 choses différentes. Il entra dans son bureau. Quand je sortis de la salle vêtu d'un t-shirt beige et d'un vieux jean délavé, Tony n'était pas encore revenu. Je l'entendais parler à quelqu'un derrière la porte. Il m'a vraiment laissé dehors pour passer un coup de fil. 2 minutes plus tard, il sort, ferme la porte à clé et réajuste son chapeau de safari. Il dégoulinait de sueur. « Tu vas bien, vieux? T'as une tronche à faire peur, on dirait moi après une cuite. »« Ça va, juste un peu chaud dans le bureau. » Il ajustait la sangle de son chapeau et nous sortîmes dans la fournaise du désert irakien. Nous parcourûmes la courte distance qui nous séparait de la fosse. Tony semblait avoir retrouvé un peu de contenance. Le major Broadhurst s'y tenait déjà, désormais habillé d'une chemise kaki à manches longues, d'un pantalon cargo et de bottes de combat usées. Une arme de poing reposait dans un holster en cuir brun fixé à sa cuisse. Son large chapeau de feutre marron était incliné sur le côté. Elle souriait fièrement, les poings sur les hanches, à côté du bord du puits. Ses biceps saillaient sous la chemise et sa peau brune brillait, couverte de crème solaire. L'ensemble me rappela énormément Indiana Jones, mais en version beaucoup plus attirante. J'étais totalement captivé. « C'est l'heure de votre visite guidée, messieurs. » Son enthousiasme était contagieux. Même ma gueule de bois s'en trouvait allégée. Je me penchai par-dessus le bord et restais bouche bée. Le ziggourate, un temple colossal venu de l'aube du monde, était presque entièrement dégagé. Ses sculptures ornementales et ses piliers majestueux alignés sur les murs étaient si bien conservés qu'on aurait cru qu'ils venaient d'être construits. Il est bâti à même le sol rocheux. Cela signifie que plus de 150 mètres de sable l'ont recouvert avec le temps. Et pourtant, il n'y a presque aucune corrosion ni dégradation sur les murs extérieurs. C'est comme s'il avait été enterré aussitôt après sa construction. Elle nous guida vers un ascenseur de fortune grinçant qui ressemblait plus à une cage à requins suspendue par un câble. La descente fut chaoteuse et je récitai 2 Ave Maria pendant la descente, convaincu qu'on allait s'écraser. Je n'en avais pas dit un seul depuis la mort de ma grand-mère. Qu'est-ce qui m'arrivait aujourd'hui? Je descendis enfin soulagé sur la pierre calcaire et regardai autour de moi. Des tentes étaient disséminées au sol, les ouvriers locaux transportaient le sable à la brouette depuis les ouvertures dégagées du temple. À la base du ziggourate, j'aperçus une grande glacière. J'engloutis 2 bouteilles d'eau avec une avidité presque indécente. Tony sortit une gourde de son sac et but une gorgée.
Les ouvriers me lancèrent des regards noirs. Je compris trop tard que j'avais commis un impair. Mais debout à la base du temple, j'étais sidéré par son ampleur. On aurait dit un centre commercial de grès et de granit, aussi haut qu'un gratte-ciel. « Comment va ton cardio, Mel ?»« Je tiendrai. »« Facile. » Par curiosité, combien de marches jusqu'en haut ? Le major répondit, ce qui m'arracha un sourire crispé. Un peu moins de 3000. L'escalier monte en spirale autour du ziggurat. Les différentes plateformes prennent environ 20 minutes à gravir jusqu'au sommet. Je la fixais atterré. L'escalier cérémoniel n'est pas encore totalement dégagé. Il le sera mardi. Échauffez-vous, docteur. Elle me tapota l'épaule avant d'attaquer la montée. Elle nous distança rapidement et nous attendit à la première plateforme. Nous poursuivîmes l'ascension, escalier après escalier, plateforme après plateforme. Le chemin serpentait à travers des chambres et des couloirs. Des glyphes et lettres dans des langues inconnues couvraient chaque centimètre carré des murs. J'étais fasciné, émerveillé. Mais Tony et le major, eux, semblaient indifférents, comme s'ils traversaient un simple musée. Lorsque nous atteignîmes enfin le sommet, j'étais vidé. Je voulais vomir, mais je n'avais même plus assez de liquide dans l'estomac pour ça. Tony me tendit sa gourde et je bus avec reconnaissance. « Tu devrais t'entretenir un peu mieux que ça, Mel, et te calmer sur l'alcool. Allez, ton caillou est juste là. » Le major Broadhurst se tourna vers l'entrée d'un gigantesque temple qui s'élevait encore 30 mètres au-dessus du sommet du ziggurat. Des arches hautes de 5 mètres formaient les portes d'entrée, 6 de chaque côté, nous invitant à pénétrer dans le sanctuaire. Des peintures de dieux et de monstres couvraient les murs du sol au plafond. L'intérieur tout entier était baigné d'une lumière jaune, chaude et diffuse. Je vis une horreur tentaculaire, d'inspiration Lovecraftienne, raser des villes et dévorer des milliers de personnes. Je vis des guerriers de toutes sortes affronter des créatures gigantesques aux allures d'oiseaux monstrueux. Une chose surgit de l'abîme, un léviathan d'une taille impie, détruisait un village côtier magnifique sans la moindre résistance, tandis qu'un unique survivant contemplait la désolation depuis une colline. Une cité gigantesque aux vastes temples et aux aqueducs concentriques était réduite en ruine par un raz-de-marée, frappé par la colère d'un dieu océan furieux. Chaque fresque s'accompagnait de lignes et de lignes de textes dans une langue morte, totalement étrangère pour moi. C'était tout simplement sublime. Tu penses encore à ton métal brillant, Malakai ? C'est la plus grande découverte archéologique depuis la tombe de Toutankhamon. C'est alors que je remarquai que les projecteurs et générateurs étaient tous éteints. Tout le sanctuaire brillait de lui-même. La corps bénite. Elle semblait irradier une lumière douce comme si elle brillait de l'intérieur. Un éclat soudain nous aveugla tous. Ça arrive parfois, quand il y a suffisamment de monde à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi. Je regardai l'objet pour la première fois avec attention. Une sphère gargantuesque de métal poli trônait au centre de la salle, nous dominant tous. Elle était parfaitement lisse, à l'exception de quelques éraflures et indentations. Une coque. Un œuf. « Qu'est-ce que tu dis, Mel ?»« Rien. Je pensais à voix haute, je suppose. » Mon regard se porta à nouveau sur les fresques. L'une gravée tout au fond attira mon attention. Elle n'était pas peinte, mais sculptée dans la pierre, de façon grossière, brutale, beaucoup plus ancienne que les autres. Elle me glaça le sang. Un frisson me parcourut le corps en ondes successives. Elle représentait une abomination cauchemardesque. Une masse indescriptible de pointes et de lignes avec un seul œil fendu en son centre. La créature était entourée d'anneaux simplement empilés qu'elle semblait dévorer. L'abomination était blessée. Elle laissait derrière elle une sorte de traînée verte sur un fond noir. Pas de jungle luxuriante ou de cité côtière autour,
Juste un vide noir ponctué çà et là de taches blanches, rouges ou jaunes. On voyait les assaillants la pourchasser jusqu'à la dernière scène. Elle était enchaînée, prisonnière, tandis que de minuscules silhouettes humaines la regardaient. C'est spectaculaire, non? Et ça, là, ces anneaux, des anges. Je le fixais, incrédule. Des anges. Dans leur représentation ancienne, les anges n'étaient pas des chérubins potelés avec des auréoles, Malakai. C'étaient des messagers terrifiants, des guerriers puissants, souvent représentés comme des cercles concentriques avec des yeux, du feu et des lames. Je me souviens du catéchisme, Tony. Mais ça c'est vieux. Très vieux. Et qu'est-ce que ça fout là avec de la corde bénite? Ça n'a aucun sens, ce temple est censé précéder de 3 ou 4 000 ans les premières représentations judéo-chrétiennes des anges. Une ombre passa sur les gravures. Messieurs, un peu de votre attention, je vous prie. Sa voix trahissait une tension nerveuse. Quelque chose bougeait à l'intérieur de la corde bénite. Un grondement sourd secoua le sanctuaire. De la poussière tomba tout autour de nous. Une voix retentit, venue de nulle part, et pourtant de partout à la fois. Lente, faible, épuisée. Enfin, j'ai été enfermé ici depuis si longtemps. Et vous m'avez apporté le salut. C'était de l'anglais. La voix résonnait dans ma tête, encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Je tombais à genoux, l'équilibre perdu, les mots me martelant le crâne comme un bélier. Les images me traversèrent l'esprit. Un monde verdoyant ravagé par les flammes, un fleuve immense vidé, asséché par la chaleur. Des nuages pleuvant, du feu sur la terre, une montagne vomissant de la cendre et de la vapeur tandis que le soleil s'éteignait sous une chape de ténèbres. Non, ce n'était pas le soleil, c'était un œil immense sans paupières, flottant au-dessus du monde, des nuages noirs de cendres dérivant devant sa fente verticale, minuscule en comparaison. Je l'entendais parler comme un dieu malveillant, mais je ne comprenais pas ses paroles, sauf un mot, un seul, répété encore et encore. Salvation. Le salut. Je parvins enfin à échapper à cette vision de cauchemar. Je repris mes esprits, les genoux toujours à terre. Quand je levai les yeux, Tony était immobile. Il ne semblait pas affecté du tout. Tony, tu l'entends toi aussi? Je l'entends. En espagnol. Sa voix était déformée, comme s'il parlait à travers un rêve. Et... le major? Peu importe, répondit-elle. Ce truc parle. Il faut qu'on parte. Elle était sur le qui-vive, les jambes prêtes à bondir. Une vraie femme d'action. Mais j'étais toujours par terre, incapable de bouger. La voix revint, douce, aimante et faible. Vous m'avez retrouvé. Après tout ce temps, je vous en serai à jamais reconnaissant. Je crus apercevoir une forme bouger à l'intérieur de la corde bénite. Tony, plus courageux que moi en cet instant, prit la parole. Qui nous parle? Vous avez un nom? Qu'est-ce qu'un nom? Sinon quelque chose que d'autres nous donnent. J'ai porté de nombreux noms. Et la voix énuméra, chaque mot prononcé avec un souffle long et douloureux. Trou noir, Assag, la flamme sans paupières, Samaël, faucheur de douleur. J'ai été le puissant, le dévoreur de monde. Mais maintenant, je ne suis plus que l'être caché. Une secousse fit trembler le sol. Fascinant, murmura Tony en s'approchant de la sphère. Pardon?
Le rocher vient de dire qu'il est le dévoreur de monde et toi tu veux lui parler? Moi je me tire. Allons-y, dit le major. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Il s'est écoulé bien trop de temps. Je réussis à me relever et je fuis aux côtés du major Broadhurst. Les tremblements devenaient de plus en plus forts. Tony, il est temps d'y aller, vieux frère. Mais il ne bougea pas. Il restait là, figé comme en transe. Puis, lentement, il s'approcha de la sphère et plongea la main dans sa sacoche. « Docteur Cortez !» Tony se retourna, révélant dans sa main droite le poignard d'obsidienne. Dans sa main gauche, il tenait la statuette du serpent, celle de son bureau. Il enfonça la lame dans sa chemise et la déchira. Son torse nu apparaissait couvert de tatouages, lignes de texte de l'épaule jusqu'au poignet. Un œil de chat vert couvrait presque tout son dos, cerclé d'anneaux enflammés. Puis il se retourna face à nous. Ses yeux saignaient, son torse était un amas de cicatrices entremêlées, une mosaïque d'automutilation. Il leva le poignard et s'ouvrit la poitrine. Le sang jaillit. Bon sang. Tony! Je voulus courir vers lui, mais le major me tira violemment par le bras vers l'une des arches ouvertes. Salvation. Le salut. Tony pressa la statuette contre sa plaie béante. Le sang coula sur elle. La corbénite se mit à luire doucement, puis plus intensément. Tony leva la lame et la planta dans la sphère. Mon Dieu, c'était bel et bien un œuf. Il éclata comme du verre, un souffle aspirant arracha l'air de la pièce. Nous fûmes tous projetés au sol. Un silence, puis une explosion. Les éclats de corbénite fusèrent dans toutes les directions. Quand la poussière retomba, je rampais jusqu'au corps étendu devant moi. C'était Tony. Son bras droit avait disparu à partir du coude. Ses yeux étaient remplis d'éclats métalliques. Un morceau de corbénite de près d'1 mètre lui avait transpercé la poitrine. Il était mort, mais il souriait. Un mince filet de sang s'échappait de la commissure de ses lèvres, entre 2 dents manquantes. Le major Broadhurst me releva, me soutint. La visibilité était nulle dans la salle. Mais la voix résonna de nouveau, puissante et écrasante. Enfin! Je me retournai, et je vis un œil grand comme une voiture, et sous lui une masse grouillante, bouillonnante, faite de chair et de tentacules. Chaque tentacule se divisait, se dédoublait, s'agglomérait en de nouveaux membres. Quand ils atteignaient une certaine taille, ils se heurtaient, fusionnaient dans des claquements humides, formant de plus grands membres encore. Des litres de sang vert couvraient les murs. Les tentacules roses s'entortillaient en une immense tresse et s'écrasèrent au sol. L'œil toujours au bout de la créature fixait le vide. Puis vinrent les ailes, les griffes, les crocs. Chaque forme se développait, se tordait, fusionnait avec une autre, avant d'être absorbée et transformée en une nouvelle monstruosité. La peau fine se fendit, des muscles apparurent, s'entrelacèrent, des plaques osseuses jaillirent de tumeurs qui éclataient presque aussitôt. Un hurlement tonitruant retentit. 2 ailes jaillirent, fracassant le plafond de pierre de 15 mètres. Un torrent de sang jaillit sous l'œil, tandis qu'une mâchoire tordue difforme se dessinait. La bête atteignit enfin la taille de son œil. Elle ressemblait à un serpent ailé colossal. Chaque aile raclait le plafond. Sa gueule s'ouvrit en 4 comme une fleur carnivore garnie de dents épaisses et émoussées. Un liquide mousseux s'en échappa, brûlant la pierre au contact. Et à l'intérieur de ma tête, j'entendis encore la voix. Le salut est enfin arrivé. Une main agrippa mon bras gauche et me tira brusquement vers la lumière du jour. Le major me traînait dans les escaliers 3 marches à la fois. Je peinais à suivre, trébuchant, luttant pour ne pas tomber.
Les murs du ziggurat tremblaient autour de nous, le sol grondait, hurlait sous le poids d'un mal ancien revenu à la vie. Tout le temple explosa dans un vacarme de fin du monde. Une nuée de poussière dévala les flancs de la structure et nous engloutit totalement. Mais elle ne s'arrêtait pas. Sa poigne de fer autour de mon bras me tirait toujours plus loin, me forçait à avancer. Je n'avais aucune idée de comment nous avions survécu à la descente. Nous aurions dû être écrasés par les décombres ou étouffés sous la poussière. Et pourtant nous atteignîmes le sol hors du ziggurat, relativement indemne. Le chantier avait été abandonné, tous les ouvriers avaient fui. Nous reprîmes l'ascenseur dans un silence total. Il montait lentement au-dessus du cratère à travers le nuage de poussière en suspension autour de la structure. À 90 mètres de hauteur, nous émergions enfin au-dessus du chaos. Le soleil brillait sur les ruines. Le temple avait disparu. Des piliers brisés gisaient en morceaux. Près d'un quart de la structure était méconnaissable, ravagé, effondré. Des éclats de corps bénites scintillaient dans la lumière, éparpillés tout autour du ziggurat. Mais la créature, elle, avait disparu. De retour au camp de base, c'était la panique. Tout le bâtiment était en état d'alerte. Le major Broadhurst passait des appels dans un murmure pressé. Elle mentionnait des termes comme suivi radar et télémétrie spatiale. Je ne comprenais rien. Mon cerveau refusait d'assimiler ce que nous venions de vivre. Mon meilleur ami était mort. Et cette chose, elle avait été dans ma tête. À ce jour, je n'ai aucune idée d'où elle est partie. Je prie chaque jour et nuit pour qu'elle soit retournée dans le monde infernal d'où elle vient. Je peux vous dire une chose, j'ai quitté mon emploi chez la compagnie minière. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis 6 mois. Je vais à la salle 4 fois par semaine. Je ne joue plus la demoiselle en détresse et le major, ou plutôt la colonelle, Broadhurst maintenant, me le rappelle à chaque fois qu'on se parle. Je la vois demain, pour un café. Ce qui, à vrai dire, est un progrès considérable sur toutes mes relations de ces 5 dernières années. Mais je ne dors plus comme avant. Je l'entends encore, parfois. Je le vois dans mes rêves. Et les mots que cette entité m'a soufflés dans ma vision, je les comprends plus clairement maintenant. C'est moi qui envoie les hordes. C'est moi qui invoque la peste. La mort vole sur des ailes rapides. Le salut est arrivé. Okay, I'll make the bunny bigger. Sorry, I bit on the paper. That's okay. You're just role-playing a bunny. No, I actually had a friend in middle school. He would draw dogs. He would sit in the back of the room, and he would draw dogs. And whenever he didn't like the drawing he did, he would eat it. What? Mm-hmm. So you learned from him? Yeah. Oh, okay. Are you happy about that? No. Oh, okay. Oh, look at that! You're doing so good. Oh, I'm that's trying to make the tail around. Okay. it's okay. I That's think rounded that's up. around. And then it has to be happy. Yeah, they need to be happy because they're holding hands. Okay. There we go. Nice. Nice. It's Is it good? perfect. High five. Yeah. Hey, we got our matching emotes. Let's go. We High-fiving do. too. Yeah, they're like it's high kinda like we're fiving. going. Instead of Yeah. holding hands, it does look more like a high five. Yeah. Well, we did Yeah. it. Yay! Thank you for giving me a drawing to go by. No, I no was a problem. little bit unsure how I'm gonna draw, so that helped a lot. Actually, I hope I did a good job. I hope you did a great job. Shat is happy with it, even though I don't think those people are ever happy. I think chat is always happy at the right things, Lua. Oh, okay. Yeah.
Damn, that's a good job. Just- Even just- YouTube yeah. Shy is complimenting you. Nice, nice. Yeah. Apparently, you can get calcium from paper. They probably shouldn't eat paper though. You can get what? Calcium from paper. But again, I'm reading this off YouTube Chat. It's not reliable information. You can get housing? No, calcium. Oh, yeah. That is not a good source of calcium. No, don't do that. Yeah. No, don't listen to that. Also, do not apply glitter sand to anywhere. You know what? That's a really good life skill that you taught me today, and I'm really glad you did. What life skill? Yeah.